Ce soir, à sortie de classe. Véronique Paquin, enseignante en adaptation scolaire et TES. Et Mélanie Tremblay, Pierre-Olivier Cloutier et Isabelle Nadeau, on parle d'évaluation. Bonne sortie de classe, tout le monde. Bonsoir, Stéphanie. Salut Pierre. Ça va bien? Ça va, toi? Oui. On a reculé d'une heure. Ça t'a pas trop affecté? Non, mais C'est une vraie question, ça, là? c'est vrai que non, mais c'est parce qu'il y en a qui, me semble que quand je recule d'une heure, moi, ça me fait plus de bien. Je comprends pas. Il y Ben, avait des le messages sur les soleil, réseaux sociaux. arrive plus tôt le matin. Moi, je me lève quand même assez tôt là, avec les enfants, puis je suis contente que le soleil se pointe plus de bonne heure un petit peu. Ah, Mais, ouais. mais le soir, c'est un peu plus rough, là, je trouve. Ouais, c'est un peu plus Ouais, déprimant quand tu sors, puis ouais, il fait noir tôt, là. c'est ça. Stéphanie, on a une belle émission encore, comme Vraiment. d'habitude. Une belle Euh, brochette, j'ai envie de dire, Pierre. une belle brochette. Je vais encore commencer par mes petits messages habituels. N'oubliez pas, ceux et celles qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, entre autres, et sur YouTube, vous pouvez commenter en direct. Donc, si vous voulez poser des questions à nos invités, vous pouvez commenter, poser des questions, puis nous, on va, évidemment, on les voit, on va pouvoir y répondre facilement. Ensuite, ben, nous sommes sur TikTok, Stéphanie et moi. Tranquillement, pas vite, là, les abonnés augmentent. Alors, c'est une belle plateforme pour avoir des petites vidéos. C'est vraiment intéressant. Je pense que vous pouvez nous suivre sur TikTok. Ensuite, n'oubliez pas que sortie de classe, non, pas celle-là, sortie de classe, voilà, et sera en podcast, donc en balado, tout de suite, pas tout de suite après, mais d'ici demain matin. Il faut chercher Pierre qui roule. Abonnez-vous à Pierre qui roule et vous pouvez écouter ça dans votre super trafic dans le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Si toutefois vous êtes. Oh! Oh, elle n'est pas drôle celle-là. Mais bon. Non! Mais bon. C'est Donc, la réalité de quelques personnes. c'est en plein ça, c'est la réalité, Ouais. malheureusement. Alors, Stéphanie, sans plus tarder, je te laisse avec ton Oui, invité et puis parfait. on se retrouve après. À tantôt. À tantôt. Allô, Véronique? Salut Stéphanie, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, vraiment, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation à Sortie de classe. Ça me fait plaisir. Alors, Véronique, enseignante en adaptation scolaire et TES, parle-nous de toi. Moi, je rêvais d'être enseignante dès que j'étais petite. Ah Donc, ouais? oui, j'enseignais à mes cousins, mes cousines. Les soirées étaient longues pour eux. Pas parce que j'étais plate, mais ils se disaient, voyons, on va à l'école toute la journée, puis on est obligés. On continue On après ça. continue encore. Oui, puis donc après, je me suis orientée finalement au cégep en éducation spécialisée pour ensuite aller faire mon baccalauréat en adaptation scolaire et sociale. Beau parcours. Oui, puis Mais là, bon, vas-y. non, j'allais dire, mais là, attends un petit peu, là, parce que toi, tu fais deux choses. Là, j'espère que ma voix ne me lâchera pas en cours de route. Là, toi, tu as fait dans les milieux scolaires pendant plusieurs années. 23 ans. Oh, 23 ans, c'est pas 23 rien, ans. c'est pas rien. Et puis là, ben, t'as fait une transition la dernière année. Tout à fait. Parle-nous de ça. Alors, finalement, après les 2 dernières années un peu plus difficiles, on va s'entendre, là, dans les milieux, dans tous les milieux de la société, finalement, pas juste en éducation, j'ai décidé d'aller faire autrement ailleurs, tout simplement. Donc, présentement, j'offre mes services à une compagnie privée pour les élèves qui font l'école à la maison. Donc, les parents ont pris la décision de les retirer du système public. Ils font l'école à la maison et avec, entre guillemets, on fait le suivi avec les enfants, mais aussi on fait un peu de tutorat là, auprès des enfants qui vont encore à l'école présentement.
Donc, là, toi, tu œuvres comme enseignante en adaptation, dans le fond, mais en ligne pour les élèves qui font école maison. Oui, principalement en adaptation scolaire. Je fais aussi de la 5e année à la 2e secondaire, mais principalement les élèves de l'adaptation scolaire. Tout à fait. Comment tu trouves la transition entre les deux univers? Parce qu'entendons-nous, là, la réalité du terrain puis la réalité de l'école maison en ligne que je fais moi aussi. D'ailleurs, avec toi, tu es ma collègue. Oui. Parle-nous de ces deux mondes-là, des ressemblances, mais des grandes différences qu'il y a entre les deux. C'est certain qu'il y a des ressemblances, là. Comme les enseignants du public, là, j'aime autant mes élèves, puis je veux autant les voir réussir. Mais il y a aussi beaucoup de différences. La première étant que j'ai les épaules qui ont descendu au niveau des exigences. Pour moi, là, pas pour les enfants nécessairement, mais pour moi. Ensuite, le côté individuel qui me permet maintenant vraiment de pouvoir aider l'enfant, d'avoir un contact direct avec sa famille, de pouvoir offrir des stratégies directement à la famille aussi. C'est très différent que quand tu es dans une classe avec 27 enfants, puis que tu voudrais donc pouvoir offrir ton 100% à cet enfant-là qui est en difficulté, mais que tu ne peux pas parce qu'il y a beaucoup trop d'enfants et pas toujours les services autour. On regarde les éducateurs spécialisés dans l'école, ils sont loadés, ils font un travail merveilleux, mais en même temps, parfois, ils ont à choisir entre un moment ou un autre. Donc, lequel, où je dois m'en aller, moi, où c'est vraiment nécessaire que je sois là absolument à ce moment-là, pendant ce temps-là. En tant qu'enseignant, on s'organise du mieux qu'on peut dans notre classe, tandis que virtuellement, c'est très différent. Là. Puis on a souvent le parent qui est là en accompagnement même avec l'enfant, qui participe même au cours parfois. Donc, c'est un autre monde. Oui, puis le parent qui est là comme témoin te voit agir, te voit comme modèle aussi, donc il peut reproduire aussi à la maison les choses que la façon que tu enseignes, dans le fond. Exactement, oui, tout à fait. Puis avec l'enfant aussi, c'est beaucoup plus facile. On peut tester différentes stratégies avec le même enfant pour vraiment aller identifier son besoin, tandis que quand il y en a 27, parfois, on s'adapte à la moyenne. Ça fait la différence, tout de même. Donc, c'est vraiment un enseignement qui est personnalisé pour les besoins de cet enfant-là. De l'enfant et de la famille, parce que ça forme vraiment un tout. Exactement, oui. Puis toi, comme enseignante, ton sentiment d'accomplissement est beaucoup plus comblé, j'imagine, que quand tout tu à étais sur fait. le terrain. C'est un peu la même chose. Quand j'étais en adaptation scolaire, parce que bon, j'ai commencé en adaptation scolaire, j'ai été pendant 12 ans au secondaire, j'ai fait aussi le primaire. Et à un moment donné, à un certain moment, je me sentais plus aussi utile auprès de ma clientèle. Surtout au moment où les trajectoires ont changé, puis que les enfants qui étaient en adaptation scolaire, dans des groupes un peu plus fermés, on n'avait plus la chance de les retourner au régulier. Mais moi, avant, quand j'ai commencé, parce que ça fait quand même 23 ans, j'avais des petits défis comme ça, là, d'aller chercher toutes les stratégies possibles. Puis j'ai des élèves que j'ai eu même 2 ans, 3 ans, que les parents demandaient qu'ils restent avec moi. Puis que ces enfants-là, aujourd'hui, me donnent encore des nouvelles. Ils sont rendus au cégep. Je pouvais arriver à ça. Maintenant, puis il y avait un article dans la presse, d'ailleurs, cette semaine, la semaine dernière, où on parlait de la modification au niveau des évaluations pour les enfants, justement. Et ce que ça disait, c'était qu'un coup qu'on était en modification, souvent ces enfants-là, on s'en allait pas vers une certification d'un secondaire 5. On est en modification au primaire. C'est pas toujours dit aux parents. C'est ce qui était dit un peu aussi. On fait ce qu'on peut avec ça. Puis là, ben, quand on arrive le temps de faire le classement vers le secondaire, qu'est-ce qui arrive? Ben, cet enfant-là, souvent, il a pris 2 ans de retard. On a été en modification avec lui. Donc, il va s'en aller dans une classe directement en adaptation scolaire. Donc, il va suivre une trajectoire d'adaptation scolaire aussi. On ne lui donnera pas la chance. Donc, on a l'impression comme enseignant de ne pas pouvoir aller chercher ce petit plus-là, je trouve, en ce moment. Tandis Est-ce que que là... est-ce que c'est un manque? Je te coupe ça, là, parce que j'ai Non, une question qui m'arrive. vas-y. Est-ce que
Mais c'est quoi le problème? Est-ce que c'est un manque de communication entre les différents intervenants? Est-ce que c'est la structure qui est tellement rigide qui fait en sorte qu'il y a comme un décalage? Comment... Je pense que c'est plus une question de structure en ce moment. Oui, tout à fait. Je pense pas que le personnel dans les écoles, pour la plupart, pour toutes les. Hey, j'ai fait vraiment beaucoup d'écoles. Je suis allée travailler dans beaucoup d'écoles. Beaucoup dans les Laurentides. Et le personnel en général, là, c'est merveilleux. Là. Tout le monde veut pour le meilleur. Mais on a des bâtons parfois qui ne nous permettent pas d'y arriver, ou la société fait en sorte aussi. C'est pas juste, hein, on ne parle pas juste ici des milieux scolaires. C'est pas facile en ce moment. Donc, on voit beaucoup d'enseignants épuisés qui veulent donner. Là. Moi, je trouve que le virtuel, le privé, ce que ça me donne la chance de faire, puis j'ai l'intention de retourner au public. Là. Mais en ce moment, ce que ça me donne la chance de faire, c'est vraiment d'aller chercher le petit plus que je ne peux pas offrir en ce moment. Puis je suis contente quand je vois des émissions comme les vôtres ou quand je vois certains articles que je lis ou d'autres personnes qui font des podcasts parler du changement en éducation. Je trouve ça vraiment important. On en a besoin en ce moment énormément. Avec les enfants à l'école, à la maison, ce qui est merveilleux, nous aussi, c'est qu'on peut aller au rythme de l'enfant. On n'est pas obligé de le presser. Il peut faire 2 années en une. Il peut faire 1 an en 2 ans aussi. ça se peut. On va au rythme de l'enfant. On peut modifier un peu dans le but de rétablir le tout à un moment donné en faisant une rééducation ou en allant même chercher les outils. Donc, il y a toujours possibilité de donner l'espoir à l'enfant que oui, ça va aller Tu peux réussir. un peu mieux. Oui, c'est ça. Puis tantôt, quand tu as dit que tu avais eu les épaules qui t'avaient descendu d'un cran quand tu as fait la transition vers le privé, est-ce que tu as l'impression avec tes élèves à la maison que les épaules leur ont descendu d'un cran? Oui, tout à fait. Oui, oui. Premièrement, il n'y a pas de comparaison autour, hein, parce que, bon, les enfants qui sont en difficulté, puis qu'on met en modification dans la classe, qu'on le veuille ou non, ils sont en modification devant les autres aussi. Donc, il y a tout ce sentiment-là d'incompétence qui est moins là. Ensuite, ça me donne la chance aussi à l'enfant de prendre vraiment le temps seul avec lui. L'enseignement n'est pas pareil. Je peux y aller selon les caractéristiques de l'enfant, selon ses besoins. Il y a beaucoup d'enfants aussi qui ont vécu d'anxiété dans les dernières années. On voit ça beaucoup aussi. Donc, on les sent plus calmes, on les sent posés. Prendre le temps de parler avec l'enfant, pas être obligé de passer au travers un programme absolument. Prendre le temps vraiment de prendre le temps. Tiens. De prendre le temps. Voilà. Absolument. Oui. De ne pas être bousculé de ben là, non, j'ai pas le temps que tu me racontes ta fin de semaine parce que là, il faut avancer. Exactement, oui. Puis la relation avec les parents, elle est différente aussi. J'en parlais un peu tantôt, là. Mais moi, il y a des enfants que les parents, c'est sûr que bon, c'est un service particulier au privé, là, mais les parents peuvent m'écrire, me texter n'importe quand, on peut les rassurer. Il y a des parents qui nous appellent parce que ça va pas bien à la maison aussi, parce que j'ai mon rôle aussi d'éducatrice spécialisée que j'utilise là, au privé aussi, pour entre guillemets, mais aussi pour une clientèle privée dans ma région. Puis, ça apporte un soutien aux parents. Quand je vois le parent en ce moment que je suis au privé, qui m'appelle puis qui me dit hey, j'ai une rencontre avec l'école pour le plan d'intervention de mon enfant, puis j'ai l'impression de ne pas y arriver. Puis que je lui dis ben, pas de problème, c'est à quelle heure, je vais t'accompagner. C'est rassurant pour le parent. C'est rassurant. Donc, oui, je fais ce que j'aime, mais d'une autre façon en ce moment, là, vraiment. Puis, tu sais, c'est un service que les parents s'offrent de faire l'école maison. C'est pas accessible à tout le monde parce que ça prend des parents qui sont à la maison. Donc, ça prend un horaire qui permet ça. Oui. Ça apaise tout le monde au final. Oui, tout à fait. Mais tu sais, il y a aussi, au niveau du secondaire, il y a des enfants que les parents travaillent quand même, puis que je suis à tous les jours, mais ces enfants-là, ils ont un service particulier où je vais les texter le matin pour m'assurer qu'ils se mettent au travail. Par la suite, je vais les rencontrer un petit peu le matin, voir si ça va bien. On corrige ensemble. Donc, il y a une façon de faire aussi. Oui, c'est ça. Puis quand on fait affaire avec, quand on veut faire l'école maison en tant que parent, il faut faire affaire avec
la DEM. Donc, ça ne se fait pas les deux doigts dans le nez. Là. Il y a un processus pour Il y a un faire cette processus. Oui, oui, transition-là. oui. Il y a des règles établies déjà. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, oui, avec plaisir. En fait, tous les parents ont le droit de retirer l'enfant de l'école n'importe quand. Ça, c'est possible. Ensuite, il faut, dans les 30 jours qui suivent, on doit offrir un avis, dans le fond, à la DEM, à la direction de l'école maison sur le site du ministère. Et automatiquement, on doit aussi l'envoyer à notre centre de service scolaire. Par la suite, il y a un projet d'apprentissage qui doit être fait. Donc, on peut être accompagné ou non pour faire le projet d'apprentissage, où on va expliquer toujours selon ce qui est demandé là, par le ministère. Là, on suit la progression des apprentissages. Un peu, on n'est pas obligé au niveau de la progression des apprentissages, mais vraiment au niveau des compétences. Mais en général, tous les enseignants vont quand même voir la progression des apprentissages là, pour enseigner à leurs élèves. Donc, il y a ce projet-là qui est fait où c'est le parent, dans le fond, qui prend en charge l'éducation de son enfant. Il doit vraiment présenter le matériel qu'il va utiliser, de quelle façon ça va se faire, les objectifs, les difficultés de son enfant, ses forces, les stratégies qu'il va mettre en place. Est-ce qu'il y a des outils? Est-ce qu'il y a des compagnies privées qu'il va chercher, des ressources? Donc, il doit indiquer ça. Par la suite, à la mi-année, on doit présenter un état de situation. Le parent présente un état de situation et un bilan de la progression qu'il avait fait au début, là, dans le plan d'apprentissage. Donc, pour dire où je suis rendue, y a-t-il des changements que je devrais apporter en ce moment, parce qu'on a le droit de changer d'idée, hein? Mm-hmm. On dit. Oui. Donc, voilà. Donc, à ce moment-là, et il y a une rencontre aussi régulièrement avec une personne ressource de la direction de l'école maison qui se fait avec les parents pour voir si tout va bien. À la fin de l'année, il y a un bilan de fin de projet qui est fait. Donc, on fait un bilan de tout. On demande soit aussi un portfolio. Donc, le parent peut monter un portfolio tout au long de l'année ou il peut faire affaire avec un enseignant qui a un brevet, comme par exemple chez Entre guillemets, pour pouvoir obtenir une évaluation complète avec un numéro de brevet. Ça remplace le portfolio. Il doit aussi, par exemple, là, il y a les niveaux où il y a des examens ministériels, ça reste une obligation. Donc, il fait affaire avec son centre de service scolaire pour pouvoir aller faire les examens. Et même, il y a même le droit, tous les parents ont le droit aussi à une préparation. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est que les centres de service et les écoles, ça reste quand même le milieu d'appartenance de l'enfant. Donc, le parent pourrait faire une demande pour avoir les services d'orthopédagogie à l'école, pour avoir des manuels à l'école. Même faire la demande pour les cours d'éducation physique seulement. Mais c'est certain que le parent va assumer le transport, mais c'est quelque chose qui se fait. Là, on parle beaucoup d'évaluation parce que là, le bulletin, on est à quelques jours. Ça s'en vient. Oui, c'est ça, du bulletin. Et puis là, on est au retour à 3 bulletins, mais quand on fait l'école maison, on n'est pas dans cet univers-là. Quand on fait l'école maison, on est vraiment dans de la différenciation, c'est vraiment clair. Parce que, bon, oui, il y a des évaluations qui se font, mais les évaluations qui se font, je peux vous parler, exemple, des évaluations que je fais en univers social. Ben, c'est un entretien, c'est une entrevue, c'est enregistré, c'est déposé dans le portfolio de l'enfant ou je l'utilise pour monter mon rapport. L'enfant n'a pas le stress de l'examen absolument pondéré, anxiogène. Il n'y a pas de notes non plus. On ne met pas de notes. C'est un jugement apporté par un enseignant selon les exigences du ministère de l'Éducation. C'est vraiment ça. Selon le rythme de l'enfant. Selon le rythme de l'enfant. Oui, tout à fait. Donc, encore là, on apaise beaucoup. On enlève encore beaucoup d'anxiété, oui. Pour certains enfants. Mais tu sais, on a aussi des enfants qui sont doués, qui font l'école maison. Ben oui, ce pas tous des enfants qui sont en difficulté d'apprentissage nécessairement. Non. Si l'enfant est devant moi et qu'il me dit, ben moi, je veux une note, je vais y en mettre une note. Ça va me faire plaisir. Mais ça donne la chance, justement, pour les enfants. Dans le fond, le but de l'école maison, là, ce qu'il faut que le parent arrive à montrer, c'est que l'enfant a progressé à la fin de l'année. Il a progressé à son rythme, mais il a progressé. Puis il est en réussite. C'est certain que il y a quand même des exigences. On n'a pas le choix. Mais il reste
que c'est un environnement vraiment différent. La science, ça peut aller se faire sur le terrain. On n'a pas besoin d'être toujours dans nos livres en sciences. Donc, on peut aller se promener, on peut aller voir des musées. Ça fait partie du cours. Donc, oui, c'est très différent. Tout à fait. Et puis, là, je te ramène à ton rôle d'enseignante en ADAPT TES. Parce que là, il y a des défis sur le terrain, mais en ligne, quels sont tes défis en ligne, par exemple? C'est sûr que les défis en ligne sont différents. Ben, le fait d'être en individuel, ça va bien. Mais il y a certains défis. Je pourrais donner l'exemple parfois de parents qui sont vraiment très exigeants vers leur enfant, qui vont vouloir rester là, mais qui vont non, non, prends ton crayon, non, on fait telle chose. Et là, tranquillement, pas vite, avec la relation, on établit que ben, cet enfant-là, il a besoin peut-être d'un petit détachement du parent. Et on voit la différence, mais on amène le parent à ce qu'on ne peut pas faire nécessairement parce qu'on n'a pas de contact avec le parent sinon. Donc, ça, c'est un exemple. Il y a d'autres défis. Il y a des enfants que ça ne leur tente pas du tout. Hein? Il y en a qui sont retirés de l'école, pas pour rien, ça ne leur tentait pas, ils n'aimaient pas l'école. Alors là, le défi vient dans le fait qu'on doit aller un petit peu plus loin. Alors, encore une fois, il y a possibilité, exemple, de demander à la DEM d'enlever certaines matières. Donc, un enfant peut être en modification pour la moitié de l'année, faire seulement telle matière. Puis, on pourrait réintégrer les matières qui causent difficulté où l'enfant ne veut rien savoir du tout. Tranquillement, pas vite, ça peut se faire aussi. Donc, c'est sûr qu'il y en a des défis. Quand ça ne va pas bien, bien, ça ne va pas bien. C'est correct, ça peut arriver. On arrête le cours. Ça peut arriver et on le remet. Quand on est dans une classe et que ça ne va vraiment pas bien ou qu'on est en état de crise, en état d'anxiété en tant qu'enfant, bien, on ne peut pas remettre le cours, mais on va sortir l'enfant régulièrement parce que ça ne va pas bien. Puis avec raison, parce que, bon, il y a d'autres enfants qui veulent apprendre autour, puis qu'à un moment donné, on n'a plus le choix. Là. Mais tandis que là, on peut prendre un temps d'arrêt, vraiment. Mais oui, les défis sont là quand même, mais sont là différemment. Merveilleux. Moi, Véronique, je t'écoute et puis, tu sais, moi, j'ai fait le grand saut, là, tu sais, je suis ta collègue, je fais un peu la même chose que toi. Oui. Quel conseil t'aurais à donner à un prof qui, là, est dans ce brouhaha-là présentement? Quel conseil t'aurais à lui donner? Quelle avenue? Tu sais, il n'y a pas juste un avenue, là. Non, moi, je pense que je vais répéter encore une chose, mais ça va être de prendre le temps. Prendre le temps de discuter avec les élèves, de faire autrement, de pas juste penser aux exigences. Je sais là, qu'on en a sans arrêt, on s'en fait demander sans arrêt dans les milieux, là, encore plus depuis quelques années. Mais on a le droit, en tant que personne, en tant qu'humain, dans une classe, de s'asseoir, puis d'enseigner vraiment autrement, puis même d'évaluer autrement. Je le pense vraiment. Puis, ma prochaine question, ça aurait été aux parents. Quel conseil t'aurais à donner aux parents qui, présentement, ont des enfants qui en arrachent, là, tu sais? Ou c'est pas facile, oui. Oui, mais prendre le temps de le dire que c'est pas facile pour commencer, parce que bon, il y en a beaucoup d'enfants de parents pour qui c'est difficile avec les enfants, que ce soit au niveau comportemental ou que ce soit au niveau des apprentissages. Discuter avec les enseignants, ils vont être ouverts, ils vont vous suggérer des stratégies, ils vont être là pour vous. Et il y a toujours possibilité d'aller chercher des services ailleurs, des services au privé, pour pouvoir aller chercher des stratégies puis du soutien. Restez pas toute seule avec ça. Il y a des gens autour dans le milieu qui sont là. Mm-hmm. Super, Véronique, merci. Ça me fait plaisir. C'est clair comme l'eau de roche. Je vous souhaite une belle soirée. J'aime ça de même. Merci beaucoup, Véronique, pour ta présence à l'émission. C'est vraiment génial. Ça nous fait voir un autre côté. Hein. J'aime ça. De sortie de classe, c'est ça aussi. C'est de voir ce qui se fait un peu partout au Québec, le pourquoi on le fait, le comment on le fait. Et puis là, tu as apporté un autre aspect de l'éducation au Québec là, qui est non négligeable en passant. Hein. Une alternative. Alors, merci, Véronique. Continue ton excellent travail. Merci à vous pour l'invitation, j'apprécie. Merci, Véronique. Bye-bye. Bye. Wow, wow et re-wow. Vraiment trop génial. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça.
Non, mais tu sais, Pierre, des fois, on cherche à s'apaiser en tant qu'adulte, mais les enfants aussi, tu sais, puis c'est Ah ça. oui. Il y a d'autres, il y a pas juste, il y a pas juste une route pour se rendre où on veut aller, hein. Il y Non, a des chemins de campagne à côté. clairement, clairement. Puis des fois, la route elle peut être plus longue ou plus courte, on ne sait pas, on ne sait jamais. Ouais. Écoute, Stéphanie, c'était encore une excellente entrevue. Merci beaucoup. Et là, je vais juste attendre que mes trois invités arrivent pour vrai. Je vais juste jaser un petit peu. On aura. Ah, voilà. Génial. Tout le monde est là. Merci. Mais juste pour dire en passant que nous aurons. On n'a pas le choix, là, on n'aura pas le choix là, de passer une émission complète sur l'évaluation. On parlait de Oui, modification tantôt avec Véronique. ouais, ouais. Cet article-là, ça m'a titillé beaucoup. Il y a quelque chose même que Véronique a dit qui m'a titillé aussi. C'est dans ma tête, je suis désolé, mais c'est impossible que les parents et l'enfant ne soient pas au courant Ah qu'il y non. a de la Ah non, non, modification. non. Voyons donc, il ne peut pas arriver C'est ça. à la fin puis dire excuse mon grand. Voyons donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Si c'est arrivé, là, ça a passé Il y a dans le eu un dessous. manque, Ben là, ouais, il a je manqué veux quelque dire, part. on l'a oublié, Ouais, celle-là. C'est comme le chirurgien ouais. qui oublie le ciseau dans le corps du patient. Non, non, mais je veux dire, il y a quelque chose qui s'est passé là. Hey, non, mais on Quelle s'entend, là. comparaison! Ben non, mais à vous, là, c'est une erreur, c'est une erreur médicale. J'appelle ça comme ça. Stéphanie, merci. Tu nous reviens tantôt, tu fais la gardienne du temps parce qu'avec les trois invités qu'on a, ça risque de jaser pas mal fort. Alors, Ben, ouais, c'est ça. Eux autres, ils sont ils parleux, c'est des parleux, c'est des parleux. On se laisse là-dessus, on se voit tantôt. bye. Trois, vous m'avez donné 5 sur 10, mais j'ai la bonne réponse. Ouais, ça se peut que tu aies perdu des points pour ta démarche. Mais là, c'est la moitié des points. Puis je pense que ce qui est important au final, c'est pas mal que j'aie la bonne réponse. Non, ta démarche est aussi importante que ta réponse. Ah oui, c'est tout aussi important. Je regrette, là, mais oui. Chez toi, ta toilette, elle pète. T'engages un plombier, il réussit sa job, il la répare, mais s'il prend d'une manière que t'as jamais vue, tu le paieras pas. Franchement, là, ça n'a pas rapport. Ben certain, ça rapporte. Ça veut même dire que si jamais le plombier il rate sa job complètement, pis ta toilette reste scrap, s'il brille de la bonne manière, tu vas être satisfait. Parce que tu vas te dire, ben, au moins il a fait les bonnes démarches. Porte-moi ta feuille. Mon micro. Oui, c'est Benjamin Loisel, communément appelé le 2 watts sur TikTok. C'est un TikToker, c'est un Instagrammeur, c'est un gars qui a une tête, qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos d'ailleurs sur l'éducation. Donc, c'est à voir, c'est vraiment à voir. Mélanie Tremblay, Isabelle Nadeau et Pierre-Olivier Cloutier, bonsoir. Bonsoir. Allô, allô? Bonsoir. Ça va bien tout le monde. Hey, je fais une courte bio. Je vais vous couper ça, je vous l'ai dit, là, vous en avez écrit pour comme 4 pages. Je vais vous couper ça assez vite. Là. Alors, une courte bio. Mélanie Tremblay, tu es professeure en didactique et orthopédagogie des mathématiques à l'UQAR, au campus de Lévis. Tu étais enseignante au secondaire aussi. Tes travaux portent sur l'étude des activités d'enseignants, apprentissage, évaluation. Donc, on est dans toute la planification de tout ça. Dans la classe de mathématiques, entre autres. Écoute, je vais arrêter là parce que je vais mettre vos bios, en fait, dans l'émission là, sur sortie de classe, Ludocamp / sortie de classe. Isabelle, tu es enseignante en mathématiques depuis 22 ans déjà. Ça passe vite, hein? Ça n'a aucun bon sens. On se lève un matin, ça fait 22 ans qu'on fait ça. Tu as travaillé en Outaouais, tu as travaillé aussi au Centre des services des découvreurs. Tu es une grande voyageuse. Ouais, c'est l'emploi qui m'a amené en Outaouais. OK. Et puis là, tu es en secondaire 2 au Collège des Compagnons. Alors, bonsoir Isabelle. Bonsoir. Et P.O. Cloutier, donc Pierre-Olivier, tu es enseignant en sciences depuis 15 ans, surtout au secteur privé. Tu es aussi chroniqueur éducation au FM 93 à Québec. Il fallait que je sorte ma voix radiophonique. Tu es conférencier, tu es formateur, puis adepte du numérique en éducation, évidemment. Donc, bonsoir tout le monde. Sans plus tarder, vous êtes nos experts ce soir en éducation et en évaluation. J'ai envie de faire un petit tour de table. C'est quoi l'évaluation pour vous? Je dirais, là, je vais vous arrêter quand ça va être trop long. Isabelle, c'est quoi l'évaluation pour toi?
Moi, d'abord, là, j'ai toujours été une fervente défendrice, en tout cas, je défends la relation d'abord. Ça me prend 2 mois, je pense, avant de trouver que mes élèves, on est en relation de confiance pour les évaluer, puis pour qu'ils puissent me faire confiance. Mon rôle, c'est d'évaluer ce qu'ils sont, ce qu'ils font, comment ils agissent. À la base, c'est ça. Donc, j'ai besoin d'une relation, puis après ça, on est en dualité, on est en aller-retour aussi, en échange. Fait que pour moi, c'est des échanges, des évaluations, puis c'est des constats. Là, c'est assez intéressant comme début, comme petite introduction. Pierre-Olivier? Moi, l'évaluation, c'est d'abord et avant tout un levier pour un jeune pour progresser, pour avancer. C'est vraiment là-dessus que je mise en classe avec mes jeunes, leur donner une évaluation qui leur permet justement ça, de devenir meilleurs, de savoir ce qu'ils ont fait bien, de savoir ce qu'ils ont amélioré. C'est vraiment dans le but de propulser. Puis pour moi, l'évaluation, ce que j'essaie de changer dans ma classe, c'est que ça devienne une célébration, finalement, une célébration de tes savoirs et non pas un poids anxiogène de performance ou de classement. Donc, je pense que ça résume bien ma vision de la chose. Merci, Pierre-Olivier. Mélanie? Par des formations professionnelles, j'ai envie de dire, à l'écoute des enseignants, il y a différentes définitions qu'on accorde à l'évaluation. Je pense que tout le monde, on peut s'entendre là-dessus. Mais ce qui est drôlement intéressant quand on travaille avec des enseignants et même des parents, c'est d'essayer de percevoir le sens que chaque personne qui parle d'évaluation en donne. On peut se dire, on apprécie quelque chose. Je pense que tout le monde, on est d'accord avec ça, qu'évaluer, c'est apprécier quelque chose. Maintenant, c'est quelles sont les fonctions qu'on accorde à l'évaluation. Puis ce qui est drôlement intéressant à travers juste les petits propos qui ont été dits, c'est d'entendre un Pierre-Olivier qui nous parle de moi, la fonction d'évaluation, c'est pour soutenir les apprentissages. Donc, un sens plus récent qu'on entend, qui sort de la dichotomie de évaluer pour offrir de la formation, ce qu'on disait qui était de l'évaluation formative, ou un moment qui est de l'évaluation qui certifie quelque chose, mais plutôt un sens qui est porté vers soutenir les apprentissages et à bien tous les beaux défis. À partir du moment on se sépare de la dichotomie, on est dans quelque chose qui est toujours présent. Donc, c'est ce qu'on entend d'Isabelle aussi, qui nous parle de la relation qui est présente. C'est tout en continu. Ça voudrait donc dire qu'on pourrait apprécier tout au long de l'année, à chaque jour, à chaque moment où on est avec nos élèves, leur progression. Et la belle question serait donc comment on rend compte de tout ça. Oui, on s'enligne là-dessus tranquillement, pas vite. Mais j'ai envie de dire, évaluer, c'est pas une raison pour se faire mal. Là. Tu parlais tantôt, Pierre-Olivier, d'anxiété. Isabelle, tu arrives et tu me dis c'est avant tout une relation avec l'élève. Je ne sais pas, là, mais moi, c'est pas ce que j'entends trop sur le terrain. Oui, on a une relation. Pierre-Olivier, tu t'enlignais aussi là-dessus. C'est pas juste cocher oui, cocher non, tu l'as bien ou tu l'as mal, mais on regarde où est-ce qu'on s'en va avec ça. Là, pratico-pratique à tous les jours, ça se vit comment, cette patente-là, Isabelle? Ça se vit de toutes sortes de façons. Au moment où je vais continuer mon au cas où. Donc, ils osent se tromper, puis ils sont... Est-ce que je t'ai gelé? Vraiment. C'était robot, là, mais si tu recommences tranquillement pas vite. À ce temps-ci de l'année, les élèves dans la classe, on a construit notre concept d'évaluation de compétences, d'évolution des compétences. Ils osent essayer, ils osent se tromper, puis ils osent surtout, et les autres respectent ça, recommencer ce qu'ils ont déjà essayé. Et là, il y a une rétroaction qui vient naturellement d'eux-mêmes. Là. Moi, mon rôle, c'est de soutenir tout ça, d'encourager, de poursuivre, d'avoir le goût d'améliorer ce qu'ils ont déjà commencé. Et après ça, la compétence, elle apparaît tout à coup. Là. Mais attends un petit peu, tu as commencé en disant que tu as parlé avec eux. Moi, j'installe, ça me prend, je vous le dis, je me suis fait une petite feuille septembre-octobre, là, j'installe la culture de l'apprentissage dans ma classe. Donc, c'est vraiment c'est un gros chapeau, c'est un gros parapluie, mais quand ça c'est installé, il y a place à tout. Là. Non, ça ne marchera pas. Ça ne fonctionnera pas. C'est ce que
Isabelle, on est complètement en train de te perdre. Je vais fermer ton micro. Je vais continuer avec Pierre-Olivier. Pierre-Olivier, à tous les jours, comment tu vois ça? Ben, c'est drôle parce que Isabelle et moi, on ne se connaissait pas avant ce soir, puis visiblement, on fonctionne de façon similaire. J'ajouterais peut-être à cette espèce d'installation-là, septembre-octobre, le fait de connaître les élèves pour ce qu'ils sont. Puis Isabelle, tu as évoqué la possibilité de reprise. L'objectif, c'est vraiment que l'élève apprenne à se jauger lui-même. Tu sais, l'évaluation dans ma classe se vit dans une perspective d'autorégulation, tu sais, de savoir où moi j'en suis. Puis c'est tout le build-up qu'on fait en début d'année. On est quelques-uns à travailler comme ça à mon école. Puis c'est vraiment la symbiose puis de cette façon-là de procéder. Et puis l'élève en vient lui-même à développer des mécanismes, à dire, bon, ben OK, là, je cherche les mots, je cherche la rétro plutôt que le résultat. Le résultat va toujours rester important pour eux parce que ça reste des ados, puis ils veulent savoir où ils en sont, mais d'être capable qu'ils se placent finalement, qu'ils soient capables de se jauger eux-mêmes à travers des commentaires, à travers des choses qui sont beaucoup plus concrètes. C'est vraiment comme ça que ça se vit chez nous. Et moi, j'ai la chance d'avoir des élèves en 4e et en 5e secondaire. Et quand ils arrivent en 5e avec moi en chimie, ben, c'est comme, ben, moi, j'ai juste besoin de savoir à peu près je suis où. Le reste, le chiffre, on va le mettre ensemble en jasant à fin d'étape. Donc, c'est comme ça que je le vis. Donc, des rencontres, de la triangulation, du relationnel bien en masse. Mais je vous annonce qu'on a nos rencontres de parents la semaine prochaine, 16-17 novembre. Et la première chose que je vais jaser avec les parents quand je vais les avoir devant moi, c'est beaucoup plus du progrès de son jeune plutôt que le chiffre. En fait, le chiffre, il est là, c'est une balise, mais c'est le fun en petit pépère de jaser avec les parents puis d'avoir une discussion sur leur jeune plutôt que sur le chiffre. Mais Mélanie, c'est comme un changement de paradigme, là, parce que, tu sais, on parle, là, tu sais, moi, ça me vire à l'envers, évidemment, entre vous et moi, parce qu'on n'est pas beaucoup ce soir, là. Puis l'émission ne sera pas écoutée beaucoup, puis elle ne sera pas partagée beaucoup après. Je fais la même affaire, moi aussi, dans ma classe, là, évidemment. Mais c'est un changement de paradigme. Tout d'un coup, on ne mise plus tant sur la note que le processus. Ce qui est beau dans les propos qui sont exprimés, c'est quelle est la différence que peut faire l'évaluation pour favoriser les apprentissages? Moi, je dis toujours, cette question-là, c'est la question clé. Quand on demande redis-la encore. Quelle différence peut faire l'évaluation pour favoriser les apprentissages? Cette question-là est toute bébête, mais elle veut dire beaucoup. À partir du moment-là que cette question-là est posée, on en vient entendre, ben, je vais évaluer pour offrir une rétroaction. La rétroaction doit être assez clairement formulée de manière à être porteuse pour l'élève pour le mettre en action. Donc, on est en train d'entendre, c'est pas tant ce que j'évalue que ce que je vais comment je vais réinvestir ce que j'ai apprécié pour mettre mes élèves en action. Ça, c'est toute la différence du monde. Et les enseignants qui font ça, ce qui est assez particulier, vont en venir en dire, je connais très, puis c'est documenté du côté de la recherche. Plus les enseignants font de l'évaluation de façon régulière, ils vont connaître davantage leurs élèves. Ça change leur gestion de classe parce que c'est une relation plus étroite. Les élèves se sentent chacun plus connus de leur enseignant. Et ce qu'on entend beaucoup des enseignants, c'est je collecte des traces, mais je le sais déjà. C'est souvent quelque chose qui arrive. Je le sais, je suis au courant de ce qui se passe. Je connais très, très bien mes élèves, mais c'est pas tant le moment de collecter que se servir de ça pour redonner le pouvoir aux élèves. Donc là, la belle question, ce serait, bien, qu'est-ce qu'on utilise comme outil? Est-ce qu'on varie les modalités d'évaluation parce que pas tous les élèves vont réagir à une rétroaction. On l'a entendu dans l'entrevue précédente. Certains aimez-moi la fonction en grand groupe, en individuel, même si on les évalue, ça ne veut pas dire qu'ils s'engageront. Mais c'est intéressant d'entendre les enseignants sur les différents outils qu'ils utilisent pour évaluer et comment ils utilisent le tout pour formuler des rétroactions. Et je pense que si on a quelques parents qui nous écoutent, si eux-mêmes en venaient à se poser comme question,
comment les évaluations, comment ce que vous observez peut m'aider comme parent à accompagner mon enfant? Ce serait toute là la belle question. Plutôt de remettre en question les pratiques des enseignants, comment moi, je pourrais être porteur de soutien pour soutenir ce qui se passe dans la classe qui est en changement, parce qu'on ne s'en cachera pas, c'est déstabilisant aussi pour les parents. Moi, j'avoue. Isabelle, on va se réessayer. Oui, on va se réessayer parce que ce que j'ai aimé beaucoup de ce que tu disais tantôt, c'est que tu permets de réessayer. Ça, c'est compris par tous et c'est accepté par tous. Donc, on kick out le jugement, là. Ton petit micro. On fait le test en souhaitant que tout reste en place. Ouais. Ben, c'est comme on le disait au début, c'est une culture. Hein. Les premières fois, évidemment, ils ne se reprennent pas. C'est une finalité. Quand c'est la finalité, ça, c'est l'habitude. Mais quand on valorise le fait, si tu le réessais, viens me l'expliquer, je pourrais peut-être voir si dans ma lecture de ta compréhension, ben, je peux porter mon jugement. Là. Je suis déjà capable de dire, tu n'as pas besoin de faire le petit mini-test de demain. Je sais déjà que ça va bien. Donc, je peux différencier, mais c'est Non, je vais la couper. Je vais la couper. Est-ce que ça fonctionne toujours? Non, on t'a manqué beaucoup. Je viens de couper ton micro, mais on va se reprendre, Isabelle, c'est clair, on va se reprendre. Reste avec nous. Reste avec nous. parce que on va réessayer de te réécouter. En fait, peut-être que si on y allait avec des petits moments, Isabelle, c'est du moment que ça s'étire un petit peu trop, là, on finit par te perdre. On va y aller phrase par phrase à un moment donné. Non, mais on essaie, là, c'est ça le live. Bienvenue dans le présent, le moment présent, on est là-dedans. Pierre-Olivier, est-ce que tu t'enlignes, de la façon que tu parlais tantôt, ça s'enligne pas mal comme Isabelle? Parce que moi, de ce qu'on a parlé avant, en pré-entrevue, tu me disais, c'était écrit, moi je vais avec la relation, on y va avec l'être humain, c'est le jeune. Comment tu vis ça en classe? Ben, en fait, c'est pas juste une lubie là, de P.O. Cloutier qui a décidé qu'il faisait ça dans sa classe, dans la mesure où c'est référencé. Le concept de différenciation, c'est un peu ça, dans le sens que moi, dans mon quotidien, l'élève est évalué, dans le fond, de manière régulière, oui, mais par des petites choses. On morcelle les tâches. On y va au quotidien, vraiment. Il y a des moments où tout le monde le fait en même temps. Il y a des moments où l'élève choisit son moment où il sera évalué. Je travaille avec des tâches par niveau, c'est-à-dire que l'élève peut décider que lui, il essaye la tâche bronze qui lui donne les attentes minimales. Mais là, au moins, il termine sur une réussite. Puis là, s'il est willing, il peut essayer une tâche argent, puis là, après ça, il peut essayer la or. Donc, c'est vraiment dans le quotidien, c'est comme ça que ça se vit avec différentes modalités. Ensuite, le fameux droit de reprise qui est très controversé parce que là, on se dit, c'est ça, l'élève, il n'étudiera pas, il va arriver, il va faire sa tâche, il va se faire évaluer, il va faire le travail, peu importe. Puis là, il s'en fout parce que de toute façon, il peut se reprendre. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, puis c'est une culture à instaurer. Puis même que je vous dirais que c'est une culture du dépassement de soi qui s'installe quand la possibilité est là. Le stress n'est plus là. Puis là, tu sais que si jamais ça n'a pas bien été, là, retourne t'essayer, retourne t'entraîner, viens me voir en récup. Et là, c'est là que la triangulation a tout son poids parce qu'un élève qui vient me voir en récup, une simple discussion de 5 minutes me permet de dire, cet élève-là, il était en deçà des attentes minimales. Et là, maintenant, juste avec la discussion que je viens d'avoir avec lui, je le sais qu'il maîtrise. Je le sais qu'il l'a. Donc, au quotidien, vraiment, quand on parlait d'outils, tantôt Mélanie parlait d'outils disponibles pour les enseignants. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui a la même réalité que la mienne, parce que j'ai des élèves qui sont engagés à la base. Okay? Puis ce n'est pas dans tous les milieux que c'est comme ça. Néanmoins, la méthode fonctionne. Puis évidemment, comme disait Mélanie tantôt, c'est l'élève qui a le pouvoir. S'il décide qu'il ne se reprend pas, c'est lui le pire. Mais au final, l'outil est disponible pour lui. Puis ça ne me demande pas beaucoup de travail de plus. Parce que corriger un examen de 25 questions sur 100, quand tu as 3 groupes, là,
Ça te prend une couple de soirées de correction, on va se le dire. Puis ben, moi, au quotidien, je n'ai pas plus de correction que ce que je faisais avant il y a 10 ans. Là, Intéressant. Mélanie, Pierre-Olivier parle de triangulation. Ben, on s'en est parlé, on veut pas nécessairement rentrer là-dedans tout de suite, mais là, le mot est là. Peux-tu dire, juste expliquer un peu sans qu'on rentre dans dans le sujet plus profondément, parce qu'on va y revenir à ça. Il faut comprendre qu'à la base, le mot triangulation n'a pas été utilisé au départ en éducation pour rendre compte d'une progression d'élèves, parce que ce qui fait partie des défis d'un enseignant, c'est qu'on accompagne un élève en septembre, octobre, novembre pour avoir, on espère, notre apogée, puis avoir une collection de photos qui auront été prises, mais de manière à ce qu'on puisse dire, hey, le portrait que j'ai recueilli de mon élève en juin, là, j'ai confiance. Oui, voici ce qu'il vaut pour les différentes compétences qui sont de l'ordre de mon niveau. Le concept de triangulation venait à la base dans l'évaluation de programme. Donc, on voulait avoir une évaluation qui est crédible. Et là, on se disait, bien, pour être crédible, il y a différentes façons. Il faut varier les méthodologies pour voir si, à travers les variations de méthodologie, est-ce que le rendu tient la route? Et ça nous a amené aussi à amener des défis. La triangulation doit aussi rendre compte du temps, de la temporalité. Puis ça, je trouve que c'est des concepts qui sont intéressants en éducation. Le temps, le moment où je le prends. Donc, un Pierre-Olivier qui nous dit, bien, c'est à différents moments. C'est sûr qu'on ne pourrait pas dire j'ai confiance en mon jugement si c'est pris sur une seule fois. Donc, ça nécessite de trianguler à différents moments, mais on peut trianguler, puis c'est ça qui est beau, je pense que les enseignants pourraient le dire. Si je triangule à travers différents outils, à travers différentes tâches, des fois, je me rends compte qu'un élève qui, à l'écrit, me semblait éprouver des difficultés. Lorsque je passe en mode communication orale à moi ou encore à un autre ami, sont en train de se parler, là, je fais des belles découvertes. Et là, amène l'enjeu de crédibilité. Ça voudrait donc dire que si je n'évalue que par des traces écrites, dans un climat peut-être anxiogène à la fin d'une séquence d'enseignement, suis-je donc crédible? Est-ce que le jugement que je pose est crédible? Ça, c'est une belle question qui a fait mal. Ouch! Ouais. À partir du moment qu'on s'ouvre vers autre chose, on se rend compte que, oh wow, attends un petit peu, là. Est-ce que ça. Et là, les questions, quand on commence, bien, est-ce que ça a autant de valeur que si c'est à l'écrit? Là, on est en train de remettre en question nos normes socio-culturelles. Donc, mon écouteur est tombé. Ce soir, c'est les défis. Donc, tu sais, ce sont des enjeux qui sont intéressants, mais qui sont normaux quand on est en train de changer sa pratique évaluative. Lorsqu'on entend Pierre-Olivier et Isabelle, ce sont deux personnes qui ont changé beaucoup de choses, qui triangulent à travers le temps, qui triangulent à travers les outils de collecte de données et qui utilisent les outils pour offrir de la rétroaction qui font en sorte que leurs élèves eux-mêmes ont changé leur manière de percevoir leur rôle et la portée de l'évaluation. Et ça ne peut pas se faire en 2 semaines. Ils le disent eux-mêmes. Ça prend 1 mois, 2 mois pour installer le tout. Et ce qui serait drôlement gagnant, c'est si on l'avait sur une échelle d'une école. Différents niveaux qui le font. Pardon, je m'excuse, je ne veux pas vous faire mal. L'écouteur me joue des tours. Donc, ce sont des éléments qui peuvent être porteurs sur une école donnée, mais il faut que chacun il voit bien la contribution. Mais j'ai envie de dire aux enseignants, ceux qui commencent, c'est normal qu'au tout début, vos élèves n'embarquent pas. C'est déstabilisant pour eux de voir certains mêmes élèves forts qui étaient habitués de bien performer à l'écrit vont peut-être moins performer en travail en équipe. Mais, OK, Isabelle, on se réessaie. Non, mais là, je veux dire, t'es là, Je vais faire ça court. Moi, je vais faire du plus sur ce que Pierre-Olivier a dit. Moi, j'ai une clientèle plus que régulière, là, avec beaucoup d'intégration, beaucoup d'élèves avec... j'ai 50 de plan d'intervention, des élèves TSA. Alors, ça fonctionne dans une clientèle régulière et plus que régulière. C'est valorisant. Ils sont engagés quand ils comprennent qu'ils ont le pouvoir de réussir. Mélanie, tu l'as dit tantôt. C'est ça qui est beau. C'est que c'est là, tout le pouvoir de réussir et de développer leurs compétences, il leur est redonné. Moi, je m'arrête-tu là avant que ça bug? Non, ça va super bien. Oui, mais je crois à ça. Mélanie, tu disais que ça ne fonctionne pas partout, mais on peut vendre un frigidaire à un Esquimau. Là, c'est un petit running gag, mais si on est un bon vendeur, on est capable de convaincre nos élèves que c'est une bonne chose, ce qui est en train de se passer. Et quand ils sont embarqués,
ça Mais fonctionne. Isabelle, tu apportes quelque chose d'important, puis Mélanie en a parlé. Là, il faut vendre un frigo à des Esquimaux, mais cette affaire-là, c'est qu'il faut vendre aussi cette patente-là aux enfants, mais surtout, malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement, c'est pas méchant, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, aux parents qui, eux autres, dans leur tête, ça prend une note sur le bulletin. Moi, je le sais, j'ai été prof de 5e année. Vous savez, la pression que je n'ai jamais, j'ai toujours refusé de cette pression-là que la 5e année, c'est le bulletin le plus important. Je me disais, si les 4 autres avant avaient été aussi importants, on ne parlerait pas de la 5e. Mais c'est un changement de mentalité. Les parents prennent ça comment? Ben, pour moi, je pense que c'est les enfants qui les convainquent. C'est à eux, c'est souvent les enfants qui retournent à la maison, qui sont fiers de ce qu'ils ont fait, qui commencent tout à coup à parler de l'école à table au souper. Si c'est que ça. Enfant heureux, parents heureux. Ben moi, je trouve que le meilleur messager, c'est l'enfant. Là. Quand il est capable de dire « je me suis trompé, je me suis repris, regarde ce que ça donne, c'est merveilleux », mais on n'a pas de travail de lobbying à faire pour ça. Là. Alors, mais c'est vrai qu'il y aura toujours des parents un peu frileux, des parents un peu inquiets. Ben, c'est pas la majorité. Je pense que quand on est là et qu'on est bien intentionné, ils nous font confiance, les parents. Ça s'est super bien passé, Isabelle. Yeah! TikTok, ça prend du jus, hein? Oui. J'ai des ados à la maison, là, probablement qu'il y avait plus qu'une personne sur le réseau. Ah, écoute, c'est des enfants qui arrivent, il n'y a pas de problème. Pierre-Olivier, comment, là, toi, tu dis que tu as plusieurs collègues quand même qui ont embarqué, qui ont adhéré. Est-ce que ça a été difficile de faire adhérer tout ça dans ton milieu ou je vais jusqu'aux parents, là. Oui, écoute, dans le milieu, c'est sûr que on est, quand je dis qu'on est quelques collègues, j'ai ma collègue de mathématiques, Mélanie Boucher, que vous connaissez, qui est aussi ma conjointe. Donc, elle est arrivée à l'école, puis on a évidemment travaillé beaucoup ensemble parce qu'on a une vision qui est très similaire de l'évaluation. Donc, ça a fait des petits, parce qu'elle, sa collègue de maths, a embarqué aussi là-dedans. C'est une jeune prof, vraiment crinquée. Elle a adhéré à ça. On a nos collègues d'univers social aussi qui ont adhéré beaucoup au jugement de fin d'étape. Donc, collecter des traces et mettre un jugement en fin de parcours en univers social, c'est très pertinent de le faire aussi. Oui. Et tranquillement, pas vite, les gens voient une plus-value. C'est sûr qu'on est encore une minorité. OK? Fait que ça, on ne vend pas de salade. On présente ce qu'on fait, on démystifie tout ça. Et puis, éventuellement, c'est sûr qu'il y a des gens qui disent « Ah, il y a des pour, il y a des contre. » Il n'y a pas un système parfait, en fait. Mm-hmm. Au niveau des parents, moi, je suis dans un milieu privé. La première réaction, c'est peut-être de dire « Mon Dieu, mais les parents doivent capoter », mais pas tant que ça, honnêtement. Quelques questions parfois en début d'année, mais c'est beaucoup de pédagogie à faire. Et je dirais qu'il y a peut-être une certaine frange là, de la population qui ont des ados secondaires qui voient l'aspect de secondaire comme une fonction élitiste un peu. Ouais. Et c'est ceux-là, des fois, qui sont plus frileux parce que les moyennes sont élevées. OK, tout le monde peut avoir 100%. Ce qu'il y a à faire en pédagogie, évidemment, avec ces gens-là, c'est beaucoup de leur dire, écoutez, il n'y a pas de pondération dans ma classe. Il n'y a pas de pondération. Votre enfant est clairement au centre. Il peut se reprendre. Oui, c'est sûr que les moyennes sont élevées. Oui, c'est sûr que les notes, les barèmes les plus élevés sont accessibles. Mais ça veut dire aussi que pour votre enfant, qu'il n'y a pas de pondération, le 100% est beaucoup plus accessible que dans une classe où il y a des surpondérations par-dessus surpondérations. Donc ça, c'est sûr que ça fait vendeur de frigo d'Esquimaux, mais en même temps, il y a une pédagogie qui est à faire. Et puis, si le parent constate que, dans le fond, son enfant n'est pas pénalisé, si un enfant qui prend peut-être 2 fois, 3 fois, 4 fois avant de réussir une tâche et d'atteindre les plus hauts standards, il a le même résultat au final que son enfant, mais en bout de ligne, il a travaillé beaucoup plus aussi. Donc, il n'y a aucune pénalisation comme telle. Là, après ça, ça devient de dire, c'est quel enfant qui va avoir le prix du gouverneur général à la fin de son secondaire. Et si c'est ça le seul argument, honnêtement, c'est pas juste le système de reprise qui est un problème là, à ce niveau-là. Donc ça, il faut faire attention à ça parce qu'on a des parents qui y tiennent. Mais je dirais que c'est très bien perçu. Puis évidemment, les parents qui ont des enfants qui ont des difficultés, coudonc, leurs enfants, ils ont tous les outils possibles pour réussir.
À ce moment-là, c'est pas difficile à vendre, je vous dirais, à ce niveau-là. Mélanie, je vais terminer avec toi, mais je vais revenir avec Isabelle avant parce que ça fonctionne. Là, puis là, je vais profiter un peu du fait qu'elle est là. Tu parlais tantôt, Isabelle, que les élèves pouvaient se reprendre. Y a-t-il une limite de se reprendre? À un moment donné, après 20 fois, tu dis comme ça va être correct, là, je pense, ou j'exagère, là, mais Ouais, c'est sûr que c'est quoi la marge de manœuvre? Ben, je suis en mode hybride. Là. On en fait quand même des mini-tests, des évaluations. Là. Donc, on ne reprend pas n'importe quoi, n'importe quand, à tout moment, puis éternellement non plus. Mais dans le processus d'apprentissage puis de développement de la compétence, je travaille régulièrement avec des plans de travail. L'élève, il peut faire une tâche, la faire valider, avoir une rétroaction et refaire la tâche jusqu'à une date ultérieure de remise, autant de fois qu'il veut la faire jusqu'à ce qu'elle soit à son goût, puis qu'il ait reçu une bonne rétroaction pour l'améliorer, pour être dans la cible de la compétence qu'on veut. Donc, dans le processus, il peut reprendre autant qu'il veut. Il est encouragé à le faire aussi. S'il ne le fait pas, ben, je travaille sur la valorisation de le faire, le plus-value de le faire pour qu'en arrivant au moment où j'évalue comme on doit encore le faire, là, ben, les élèves sont à leur plein potentiel, idéalement. C'est le but du processus il est plus important, selon moi, que la finalité. Au moment où j'évalue, moi, je suis assez convaincue qu'ils sont là où je voulais les amener. Mon intention du début a progressé jusqu'à ce moment-là. C'est une célébration de ce qu'ils ont acquis, comme Pierre-Olivier le disait tout à l'heure. Je veux voir ce qu'ils ont en main, là. Donc, ils peuvent reprendre les travaux plusieurs fois, mais c'est vrai que je suis très dans ma classe, là. Ils ont plus de moments d'engagement. Je suis dans ma classe, je marche ma classe, je m'assois à côté des élèves, je fais du 1 à 1, du 2 à 2, du équipe à équipe. Les élèves, j'explique à un, j'ai pas le temps d'expliquer à l'autre. Celui à qui je viens de l'expliquer, il explique à l'autre, j'écoute ce qu'ils disent. Donc, à l'oral, je les entends vulgariser, verbaliser. Tout ça, c'est d'évaluation pour moi, là, d'évaluation autrement. Mais j'ai une rétroaction, puis ils rentrent dans ce processus-là, hein, de se critiquer eux-mêmes, mais positivement et constructivement, là. Alors, ces reprises-là, pour moi, c'est ce qui est le plus riche. Et après ça, là, ça s'exporte en sciences, ça s'exporte en univers social, ça s'exporte partout. C'est une culture. C'est le désir de s'améliorer puis du dépassement de soi qui émerge au cœur de ça. Et ce qui est vraiment super dans ton discours, c'est que j'imagine que les élèves, après ça, quand la culture de l'entraide puis de la collaboration, quand là, tu es en train de te dupliquer en plus, il y a des élèves qui s'en vont aider d'autres élèves. Ils comprennent les difficultés des autres aussi. Ça, c'est génial. Là. C'est vraiment, en tout cas, j'ai des frissons, je t'en parler. Avant que Stéphanie intervienne, Mélanie, on a encore du travail à faire. Oui, il se passe des belles choses. On a 2 exemples ce soir intéressants. C'est vraiment génial. Il y a encore des moyennes qui existent. Il y a encore des gros examens à la fin de la semaine. Il y a encore plein de choses qu'on doit, je vais dire, travailler. Où est-ce qu'on en est rendu là, au niveau universitaire? Comment on fait pour déployer ça jusqu'en bas? Là? De déployer jusqu'en bas serait déjà une façon erronée de penser la chose. C'est sûr que ça ne partira pas d'en haut parce qu'il n'y a pas de haut. Je pense que ce que ça nous prend, c'est au même titre qu'on veut une évaluation soutien aux apprentissages. On a 4 éléments importants qu'on entend chez les enseignants. C'est la même chose et eux-mêmes deviendront des porteurs des leviers de propagation. Un enseignant qui en convainc un autre. Ce qu'on remarque du côté de la recherche, c'est que les enseignants qui utilisent l'évaluation soutien aux apprentissages, là, sont nommés comme ça, c'est qu'eux-mêmes deviennent plus fortement engagés, plus motivés parce qu'ils constatent plus rapidement l'engagement de leur élève. Ça, c'est vraiment satisfaisant. Puis, on constate aussi un engagement dans la tâche, mais aussi une progression chez les élèves. Ça, c'est pas moi qui le tire d'un chapeau, là, c'est documenté. Donc, si on avait à retenir 4 clés, parce que j'ai envie de résumer moi-même les 4 éléments, là, il y a 4 choses qui seront des conditions, puis c'est drôle, j'ai pas parlé à Théo, hein, j'ai pas parlé à Isabelle non plus, puis je t'ai même pas plus parlé Pierre. Ils les ont sortis les 4, c'est ce que je trouve vraiment génial. C'est la première, ça prend des intentions. Si on fait de l'évaluation soutien aux apprentissages, ça nous prend d'abord des intentions claires, des cibles, comme Isabelle les a nommées. La deuxième, mais il faut favoriser les discussions en classe pour que, oui, ces cibles-là soient connues, et pour valoriser l'entraide, ce qui va devenir la troisième. Des élèves qui se sentent utiles pour soi, pour progresser parce que je suis porteur d'action, mais utiles pour les autres aussi.
Donc, je deviens porteur pour t'offrir une rétroaction. Par moment, on utilisera l'évaluation par les pairs pour justement moi-même m'évaluer, mais avoir un rôle sur les autres. Ça sera notre troisième. Puis la quatrième, on en a tellement parlé, l'importance de la rétroaction. Que moi, enseignant, j'offre une rétroaction qui est positive et surtout constructive, qui a le potentiel de faire comprendre à l'élève qu'est-ce qu'il doit faire de plus pour cheminer, mais aussi qu'ils apprennent eux-mêmes à devenir des porteurs. Dans un des projets qu'on réalise actuellement à écran, c'est ça. Comment nos élèves peuvent prendre conscience de l'importance de formuler une rétroaction à ses pairs qui soit porteuse pour les faire cheminer. Pour être capable de faire ça, il faut être très conscient de c'est quoi la cible de l'enseignant aussi. C'est un autre levier pour aider à l'engagement des élèves. Stéphanie? Moi, j'ai pris des notes, là. C'est vraiment dit des belles choses ce soir, honnêtement. Là. On a parlé de crédibilité, de célébration de tes savoirs. Moi, ça, c'est une phrase clé que j'ai adorée. Tâche par niveau, or, argent, bronze, Pierre-Olivier. Oui. J'ai accroché là-dessus aussi. Il faut que tu reviennes nous expliquer ça. Là. Ah non, il y avait vraiment beaucoup de choses. Franchement, c'était fort intéressant. Mélanie, ce que je disais de partir d'en haut pour aller jusqu'en bas, c'est que souvent, on va partir de la recherche. Qu'est-ce que la recherche nous dit pour appuyer de ce qu'on fait en classe, puis surtout aussi ce qu'on apprend à l'université. L'université nous apprend des choses, nous apprend comment fonctionner. Donc, c'est vers là que je m'en allais, là, plus que... Quand je dis, on a des leviers intéressants qui ressortent de la recherche, il ne faut pas les négliger, ils sont super importants, mais ce qu'on sait aussi dans la transformation, dans la formation continue nous aide beaucoup à avoir un peu quels sont les leviers pour être capable d'avoir des changements plus accrus. Ce qu'on sait déjà, c'est qu'il faut être capable de co-situer nos problèmes pour que les moyens servent. S'il n'y a pas de problème dans un collectif donné sur la façon dont l'évaluation sert à favoriser les apprentissages, c'est pour ça que je dis c'est cette question-là qu'on a besoin, pour qu'il y ait un problème. Nos collègues enseignants qui n'en voient pas de problème dans leur évaluation, ce n'est pas un problème que leur élève soit plus ou moins engagé, mais malheureusement, on n'a pas encore les bons ingrédients pour que ça change. Mais quand on a des enseignants qui nous disent « Caroline, mes élèves ne s'engagent pas, mes élèves sont en échec », ça ne se peut pas qu'on dorme bien le soir. Là. On ne peut pas se dire « J'ai répété 14 fois, puis ça n'a pas fonctionné, ils ne réussissent pas. J'espère bien qu'on va essayer d'autres choses. » Mélanie? C'est ce que tu décris, Mélanie, je m'excuse, je prends la parole sur le fly, mais c'est de créer le sentiment d'urgence chez nos collègues qu'il y a quelque chose qui doit se modifier. Puis tant que ce sentiment-là n'est pas partagé, quand les recettes fonctionnent, pourquoi changer? T'sais? Je suis d'accord. Isabelle, dernier petit mot? Moi, j'encourage tout le monde à développer la relation parce qu'au cœur de ça, il y a des enfants. Moi, je pense que si on perd de vue ça, on est dans la théorie. Au cœur de ça, il y a les enfants, puis ces enfants-là, ils s'engagent quand ils aiment. Quand ils ont confiance. Fait qu'on parle vraiment on rentre dans l'intrinsèque, là. Je pense que c'est ça au cœur de l'enseignement. Je vous annonce qu'on va vous réinviter, clairement. Ça, c'est sûr. Mélanie, on se revoit d'ailleurs, nous, bientôt, pour parler des fameuses données probantes, que j'ai hâte de parler de ce sujet-là. Merci tout le monde d'avoir été là. Stéphanie, merci aussi, toujours pertinente avec l'entrevue du début était vraiment croustillante. J'ai adoré ça. On va même retrouver des éléments de ce qui a été dit un peu plus tard. Ouais. Isabelle, merci. On a malheureusement perdu quelques petits bouts, mais à la fin, on t'a eu. C'était vraiment génial. Et on va te réinviter parce que j'aime ce côté-là, puis je suis un grand défenseur de l'être humain. D'ailleurs, le slogan de Ludoka, c'est « Propulser l'être » et je pense que vous le faites très bien dans vos classes. Continuez, c'est vraiment magique. Mélanie, on se revoit bientôt. Tout à fait. Merci de nous avoir invités et je remercie les enseignants. C'est toujours vraiment intéressant d'entendre ce partage-là. C'est stimulant. Oui, c'est nécessaire d'ailleurs. Merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une excellente semaine. Bye bye. Bye tout le monde. Bonne soirée. Bye. Salut.